Bonsoir, Franck Loiret. Bonsoir. Vous êtes directeur de la Cinémathèque de Toulouse depuis 2015 et vous êtes donc l'un des partenaires d'élection de ce projet des Franco-Russes, de cette 3e édition d'un festival qui est un festival à la fois de musique, de littérature et évidemment de cinéma. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de raconter un peu l'histoire passionnée du cinéma et de l'URSS, puis de la Russie. Mais avant, peut-être un premier appel qui me semble important et qui n'est pas si évident, qui est qu'est-ce que la Cinémathèque de Toulouse a à faire avec les Franco-Russes? Quelle est l'évidence de la place de la Cinémathèque et quelle est la spécificité de ces fonds? Alors, la Cinémathèque de Toulouse est la 2e cinémathèque de France, comme on l'appelle, et elle conserve aujourd'hui une collection de films qui est un des plus grands fonds de cinéma en Europe. Et on a développé, durant ces 50 ans d'existence, la Cinémathèque a développé durant ces 50 ans d'existence une collection importante, des pôles d'excellence, dont le fonds russe et soviétique. Et il se trouve que depuis 1965 environ, alors que la FIAF, alors que la Cinémathèque arrivait à la Fédération internationale des archives du film, à la FIAF, des échanges ont commencé entre les deux cinémathèques, celle de Toulouse et celle du Gosfilmofond à Moscou. Donc c'était une évidence pour la Cinémathèque de participer très activement, dès la première édition, au Franco-Russe, puisque ce lien avec la Russie existait et ce lien avec le cinéma russe était une réalité. Donc c'est une légitimité, je dirais, historique de participer à un festival comme celui des Franco-Russes. Ouais. Et alors, là, donc finalement, un fonds qui arrive et qui s'inscrit à Toulouse et qui détermine, j'imagine, vos choix de programmation, qui détermine, voilà, ce fonds, il couvre quelle époque? Alors ce fonds couvre une grande partie de l'histoire du cinéma du XXe, puisque c'est à la fois, on a une collection de films de l'époque tsariste jusqu'aux années 70. Donc ça couvre quand même une très grande période. Alors ce fonds, il n'est pas arrivé d'un seul coup, je dirais. Il est arrivé par moment, par période, et c'est souvent lié à des projets de programmation qui se sont déroulés donc, à Toulouse. Donc la première partie du fonds arrive dans les années 60, donc je l'ai dit, avec cette rencontre entre Raymond Borde, qui est le fondateur de la Cinémathèque, et Victor Privato, qui est le directeur à l'époque du Gosfilmofond de Moscou. Donc une très belle amitié se noue entre les deux hommes, et donc une relation de confiance s'instaure. Et donc Toulouse va devenir, avec Bruxelles, les deux places fortes, on va dire, du cinéma russe et soviétique en Europe. Et donc Toulouse est aujourd'hui, c'est certain, l'un des plus grands fonds à l'ouest de Moscou. Donc ça s'est fait, ça a commencé dans les années 60, et puis ensuite ça s'est déroulé dans les années 70, autour de projets de programmation, avec par exemple les années 70 avec Bruno Bayin, homme de théâtre. Donc là, il y a eu une programmation de cinéma russe, et notamment de cinéma muet, le muet soviétique, dans les années 70. 10 ans après, avec Armand Gatti, également un projet de programmation qui fait qu'il y a une très grande programmation, je crois que c'est 35 films à l'époque qui sont programmés à Toulouse, et les films donc restent également dans les collections à la Cinémathèque, tout ça bien sûr avec l'accord du Gosfilmofond, l'archive de Moscou. Et puis dans les années 90, les projets continuent, les projets de programmation continuent. Dans les années 90 également, le fonds Archeillon arrive à Toulouse, donc 400 copies sont déposées à la Cinémathèque. Donc vous voyez qu'au cours de ces 30 années, il y a donc tout un ensemble très important de films qui arrivent, donc qui sont des tirages qui sont faits par le Gosfilmofond, des tirages de copies, et la Cinémathèque donc les conserve à Toulouse. Il y a également des histoires assez incroyables, notamment la Grande Illusion, puisque ce film, c'est ce qu'on appelle un film trophée. Donc le film de Renoir est, au moment de la Seconde Guerre mondiale, pris à Paris par les Allemands, amené à Berlin, et puis les Russes prennent le film, le négatif original, le prennent à Berlin et l'amènent à Moscou. Et dans le cas de ces échanges, la Cinémathèque va récupérer ce négatif original, ce qui nous permettra de restaurer le film en 2009 ou 2010. Donc vous voyez, il y a voilà, des histoires assez incroyables comme ça. Donc ce fonds est très riche. C'est aujourd'hui environ 800 copies qui sont conservées à Toulouse. Évidemment, beaucoup de cinéma muet, mais pas seulement. Donc c'est vrai que c'est un fonds très riche qu'on continue bien sûr à montrer, à présenter au public.
Alors, il y a d'un côté le fonds soviétique à Toulouse, et puis il y a cette histoire très particulière, peut-être sans équivalent en fait, cette place que le cinéma a occupée dans l'histoire de la Révolution soviétique. Finalement, qu'est-ce que le cinéma il fait à la Révolution? Qu'est-ce qu'il a produit comme discours sur la Révolution? Et pourquoi est-ce que le cinéma a eu ce rôle? Je dirais un petit peu peut-être comme la musique pendant la Révolution française, à partir des années 1789-90, et l'idée d'un art qui est vécu à la fois pour sa puissance artistique propre et puis pour sa puissance politique. Est-ce que vous pourriez un peu nous raconter cette histoire, les enjeux qui traversent donc ce siècle, ce qu'on appelle le siècle soviétique? Alors on connaît tous cette phrase de Lénine, hein, le cinéma pour nous est de tous les arts le plus important. Donc effectivement très vite, le nouveau régime qui se met en place après la Révolution va effectivement utiliser le cinéma comme un outil de révolution, donc un outil de propagande évidemment, un outil d'éducation des masses, hein, du peuple. Et donc c'est vrai que c'est le cinéma qui est encore jeune à l'époque, hein, finalement, est aussi un art révolutionnaire quelque part. Voilà, on s'en empare pour changer l'histoire et pour éduquer. Et d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure peut-être, mais Eisenstein, bien sûr, va s'inscrire très vite, hein, dans ce mouvement et c'est voilà, il est clairement un militant, un propagandiste qui veut changer la réalité à travers et grâce au cinéma. En fait, ce qui est fou, c'est que souvent quand on pense à la notion de propagande et d'art, on a l'impression que la propagande, elle produit un art qui serait un art formaté, traditionnel, etc. Et quand on regarde ce qui se passe en Russie soviétique, on s'aperçoit que c'est presque le contraire et que c'est l'idée d'un cinéma qui soit révolutionnaire par son contenu et révolutionnaire par sa forme. Et c'est quand même incroyable. Peut-être était-ce parce que le cinéma était jeune, peut-être parce que c'était un art de masse. Enfin, on a l'impression que finalement toutes les faits s'étaient penchés sur le berceau du cinéma soviétique pour faire que ça devienne l'un des arts d'élection de la Révolution. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là? Complètement d'accord. C'est vrai que le nouveau régime nationalise très vite la production et la distribution cinématographique. On crée le VGIK, la première école de cinéma au monde est créée à Moscou en 1919. On crée les studios Mosfilm également, dans la foulée, hein, en 1920. Donc il y a toute une industrie du cinéma qui est donc évidemment, hein, dirigée par l'État. Mais comme vous le dites, c'est clair que ce cinéma-là, à cette époque-là, donc dans cette période très bouillonnante, on va dire, hein, au niveau des idées, effectivement, crée un cinéma très novateur, très percutant dans la forme, avec, on connaît, hein, toutes les théories sur le montage, par exemple. Donc, le cinéma aussi, je dirais, s'invente aussi à ce moment-là. Il y a une période des premiers temps, hein, le cinéma, bon, voilà, né à la fin du 19e, mais effectivement, dans ce moment-là, entre 1917 et 1930, dans ces années-là, effectivement, il y a quelque chose d'autre qui se passe, comme une sorte de synthèse aussi de tous les arts. Hein, le cinéma s'empare de tout ça, et à travers donc des grands cinéastes qui sont aussi des théoriciens, eh bien, on va inventer un nouveau langage quelque part. Mais et dans ces cinéastes, il y a la figure d'Eisenstein. Je ne sais pas si vous pourriez nous raconter déjà un petit peu cette figure-là, parce que sait-on jamais, si quelqu'un n'a vu aucun film d'Eisenstein, que ça lui donne envie d'en voir, qu'est-ce qu'il a de sidérant? Qu'est-ce qui fait l'unicité d'Eisenstein, son discours, qu'est-ce qu'il a amené au cinéma, Eisenstein, en quelques mots? Il amène 8 films. 8 longs métrages Eisenstein, ce qui est très peu finalement. Ce qui est très peu. Souvent, je le compare avec Kubrick, par exemple, ou comme ça, des cinéastes qui laissent une empreinte très forte dans l'histoire du cinéma à travers très peu de films. Eisenstein, c'est 8 films, dont un qui est donc qui n'est pas achevé, hein, qui vit à Mexico, qu'il tourne aux États-Unis, un autre qu'on va présenter dans le cadre de ce festival, qui est Le Pré de Bégine, qui est un film dont la production va être arrêtée et qui sera ensuite qui est censuré et qui sera détruit aussi. Hein. Donc finalement, en très peu de films, il laisse une trace très importante. Alors comme je le disais, il
il s'empare de cette histoire, de ce mouvement collectif, de ce mouvement de révolution dans ses premiers films. Il marque dès son second film, on va dire, il marque très fort l'histoire du cinéma avec le cuirassier Potemkin. On connaît tous ces images du berceau qui dévale les escaliers d'Odessa, hein, donc ça c'est la première révolution de 1905. Donc c'est vrai qu'à travers des images, à travers son art du montage, effectivement, il révolutionne le cinéma, le langage cinématographique, et à travers son art de la mise en scène, voilà, Eisenstein, au départ, c'est un ingénieur, c'est un scientifique. Donc c'est comme s'il cherche à travers ses films la formule d'un cinéma pur, d'un cinéma qu'on n'a jamais vu, d'un cinéma qui va effectivement faire révolution. Voilà. Et alors il va entretenir des relations évidemment très compliquées, hein, très complexes, très ambiguës aussi avec les responsables politiques, hein, avec la censure. Il va donc effectivement être un des chantres de ces idées-là au départ, et puis ensuite il va en faire les frais, puisqu'on sait très bien qu'à plusieurs moments de sa carrière, et notamment à la fin, avec Ivan le Terrible, il va faire les frais, hein, de cette censure et de ce pouvoir. Mais je pense que c'est ça qui marque chez Eisenstein, c'est ce nouveau langage, c'est cet art du montage, c'est ce talent-là qui va ensuite effectivement imprimer et puis faire beaucoup d'autres cinéastes. Et là où Eisenstein est une figure tutélaire, me semble-t-il, c'est aussi que c'est un cinéaste radical. C'est un cinéma qui a une radicalité, qui a une force, et qui a une radicalité dans la manière dont il est pensé. Par exemple, le principe du montage. Mais il faut aussi rappeler qu'en fait, Eisenstein, comme d'autres artistes, hein, comme Shostakovich par exemple, c'est quelqu'un qui a vécu plusieurs temps de l'histoire. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on ne sait pas assez en France. C'est le fait que l'histoire soviétique, ce n'est pas un long fil continu. C'est-à-dire que l'Union soviétique de 1917 n'est pas celle de 1921, n'est pas celle de Staline. Et finalement, Eisenstein, il fait partie de cette génération d'artistes qui vivent un moment qui est un moment difficile en Union soviétique, mais qui est un moment dans lequel il est possible d'être radical dans son contenu, et qui va assister à la bascule stalinienne, dans lequel la question de la radicalité de contenu devient problématique en fait. Et désormais, tout créateur radical est accusé d'être formaliste, c'est-à-dire de privilégier la forme sur l'idéologie. Et Eisenstein, il est évidemment dans cette optique-là formaliste, puisque c'est quelqu'un qui n'a jamais dissocié la forme du propos. Et on en arrive au film qui va être diffusé cette année, qui est Le Pré de Bégine. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter à la fois l'histoire de ce film et ce qui est arrivé, l'histoire autour de ce film? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Alors, Le Pré de Bégine, c'est un film que Eisenstein entreprend en 1935, donc après son périple européen et américain. Hein, mais Staline est déjà au pouvoir. Alors, Staline finalement le rappelle à Moscou. Il va mettre un petit peu de temps à se remettre au travail finalement, et il va entreprendre ce projet donc en 1935. Le projet sera interrompu plusieurs fois, jusqu'en 1937 où la production sera véritablement complètement arrêtée. Là aussi, pour les raisons que vous venez d'énoncer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on l'accuse de formalisme et on lui fait comprendre que il a montré que la collectivisation était finalement une entreprise de destruction. Donc, pour ces raisons-là, évidemment, on le censure. Donc, un tournage compliqué. Il se trouve que donc le film est censuré et le négatif du film est détruit, mais avant la mise sous séquestre de la seule copie qui existait du film, une personne de l'équipe d'Eisenstein, en fin de compte, va couper les photogrammes du film et va les mettre à l'abri. Et donc, en fin de compte, on pense que ce film est complètement perdu. Et dans les années 60, Naum Kleman, qui est un des élèves d'Eisenstein, va donc refaire un montage donc, de ce film en plan fixe. Puisque bien sûr il n'y a plus de mouvement, mais en plan fixe, on va, d'après les notes d'Eisenstein, refaire un montage de ce film. Donc
ce qu'on voit aujourd'hui, ce ne sont que les traces d'un film finalement qui n'a jamais existé. C'est ça qui est incroyable dans cette histoire. Hein. Et évidemment, on est certainement très loin de ce que Eisenstein voulait lui-même faire, puisque ça devait être le premier film parlant d'Eisenstein. Il voulait aussi travailler avec des surimpressions, enfin, la musique devait être très importante aussi sur ce film, etc. Donc on est certainement très loin de ce qu'il voulait faire, mais voilà, la Cinémathèque, par exemple, a donc récupéré, dans le cadre des échanges dont je parlais au début de cet entretien, voilà, une copie de ce montage donc, de Namouk Lehmann, de ce Pré de Bégine. Donc ce sera quasiment une sorte de film fantôme d'Eisenstein. Exactement, c'est ça. Et il y a beaucoup d'œuvres fantômes en fait, dans le patrimoine soviétique, d'œuvres qui hantent les imaginaires d'un certain nombre de créateurs. On sait qu'elles ont existé, qu'elles auraient pu exister ou qu'elles auraient dû exister. À l'opéra, on a une œuvre qui n'est pas fantôme puisqu'on en a les partitions, qui est la Lady Macbeth de Shostakovich, mais qui rencontre un destin qui n'est pas si loin, à savoir une œuvre qui est montée, qui est donnée, et puis d'un seul coup Staline arrête, parce que c'est une œuvre qui raconte un truc qui est insupportable en fait, qui raconte la violence des bagnes, etc. Et ça, c'est pas possible de raconter ça en 1934, 35, 36, au moment où justement les bagnes deviennent industriels presque. Et donc le Pré de Bégine, qui est une œuvre fantôme d'Eisenstein et dont nous cadrons la trace, mais c'est en même temps un très beau prétexte à rêverie que de suivre des fantômes. Non, on n'a pas souvent l'occasion. Et là, on a, enfin, ce qui est fou dans ce film, quand on voit ce montage, hein, encore une fois en plan fixe, on est d'abord sidéré par la beauté incroyable des images. Hein, c'est voilà, des plans hein, qui sont réalisés par Eisenstein. Et voilà, chacun est amené finalement à imaginer ce qu'aurait pu être ce film, donc à imaginer ce qu'aurait pu être ce chef-d'œuvre d'Eisenstein. Alors, le film, cette version, a circulé aussi avec une musique de Prokofiev. Hein, donc on a toujours hein, cette relation, ce dialogue bien sûr entre le cinéma et la musique. Et le film suivant, Alexandre Nevsky, sera justement aussi quelque part la synthèse de tout ça, avec la musique aussi de Prokofiev qu'on retrouvera sur le film. Alors là, pour le coup, Eisenstein revient en grâce quelque part, hein, puisque là, Staline est comparé à cet Alexandre qui sauve le peuple, donc là évidemment c'est... Mais encore une fois, le contexte politique est en train de changer. Nous arrivons à cette époque du conflit mondial, du second conflit mondial, qui a représenté pour les artistes, paradoxalement, un moment où l'élastique se détend un peu en fait, hein, parce que voilà, au nom de la lutte patriotique, il est possible de faire des choses. Et si on continue dans cette idée d'une radicalité, il y avait une chose dont j'avais sur laquelle j'avais envie de vous interroger, Franck Loiret, puisque la Cinémathèque de Toulouse a à la fois une dimension patrimoniale et puis ça a une dimension de lien avec le cinéma d'aujourd'hui. Et de fait, le cinéma soviétique, enfin russe, puis soviétique, puis russe, c'est un cinéma qui est spectaculaire par sa radicalité. Il y a deux grandes figures qui dominent, qui sont celles d'Eisenstein et puis plus tard celles d'Andreï Tarkovsky. Qui lui aussi, en très peu de films, révolutionne entièrement le cinéma. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous percevez le paysage du cinéma russe en 2020, 2021 et voilà, enfin, qu'est-ce qui vous semble caractériser? Quelles sont les figures? Est-ce qu'il y a un héritage? Est-ce qu'il y a finalement quelque chose qui se perpétue de l'ordre de cette radicalité envers et contre tout? Alors d'abord, je pense que c'est le cinéma contemporain russe, finalement, on le connaît assez peu. Il y a beaucoup de films qui sortent en Russie qui circulent très peu en dehors de la Russie. Hein. Alors il se trouve que dans les années 90-2000, il y a beaucoup de films produits en Russie qui ont été montrés dans le cadre des grands festivals internationaux. Ça c'est certain, hein, donc, et notamment en France. Il y a deux figures qu'on a d'ailleurs invitées dans le cadre de ce festival. Alors l'année dernière, c'était Konchalovsky. Cette année, ça devait être Zviagintsev, Andreï Zviagintsev, donc qui est une grande figure. On peut dire aussi un des héritiers de Tarkovsky, un des grands héritiers de Tarkovsky.
Bon, il se trouve que voilà, malheureusement, ils n'ont pas pu venir à Toulouse pour les raisons qu'on connaît. On espère pouvoir les accueillir prochainement. Mais je pense que voilà, si on parle de ces deux figures, on a deux figures qui ont donné à voir le cinéma russe. Pour Konchalovsky, même, je dirais, l'histoire même de toutes les Russies à travers cette œuvre incroyable, très complexe, très longue. Voilà, donc je dirais que grâce aux festivals internationaux, il y a eu effectivement des figures qui sont connues du public, mais je ne suis pas sûr qu'on connaisse réellement la production cinématographique russe. Hein. On n'en a qu'une perception ici qui est peut-être un petit peu... Zviagintsev, c'est sûr, il a notamment à travers des films comme Le Bannissement, comme Léviathan, il a marqué vraiment le public, là aussi par sa radicalité, par son discours, par sa manière de déboulonner, on va dire, toutes les figures tutélaires de la Russie. Enfin, c'est très puissant, au niveau de la mise en scène, c'est magistral. Comme Konchalovsky d'ailleurs, hein, où on a cette capacité aussi à saisir l'espace, à filmer les espaces, les extérieurs, etc. Enfin, il y a certainement aussi des points communs. Voilà, donc je voulais parler de ces deux metteurs en scène, de ces deux grands cinéastes. Zviagintsev qui est encore très jeune, évidemment, puisque Konchalovsky est déjà un petit peu la période précédente, mais on a affaire là à des gens qui vont encore tourner et qui vont certainement encore amener beaucoup de choses au cinéma. Mais ça dit aussi quelque chose de la vitalité de la création, c'est-à-dire quelqu'un comme Andrei Zviagintsev, c'est quand même... il a quel âge actuellement ? Il a 50, il est dans 64, Ouais, Zviagintsev, il a 55 ans. Il a 55 ans, le dernier film, Faute d'amour. Faute d'amour, 2017, oui. Voilà, ouais, c'est quand même des films récents, et donc ouais. ça nous dit quelque chose de cette tradition cinématographique qui génération après génération, se tease, se retise, se réinterroge, et parvient à nous nous transmettre une certaine image de la Russie. Image certes partielle, mais c'est quand même très impressionnant. Ah oui, complètement. Enfin, je parlais de Konchalovsky quand je disais qu'effectivement, quand on regarde les films de Konchalovsky, Le Bonheur d'Assia, etc., jusqu'aux nuits du facteur, là, j'ai oublié le titre, Les nuits, on a vraiment on a toute l'histoire. On a toute l'histoire de ce XXe siècle à travers ces films, avec là aussi, oui, Konchalovsky se renouvelle beaucoup dans la forme. On n'a jamais exactement la même manière de filmer, les mêmes parties pris de mise en scène. C'est quelqu'un qui, dans la forme, se renouvelle jusqu'à ce Michel-Ange qui est sorti juste avant le confinement l'année dernière. Donc on sent quelqu'un qui s'interroge constamment sur cet art, sur sa manière de tourner, d'écrire, hein, et de réaliser, avec même une parenthèse aux États-Unis, puisqu'il a ce parcours incroyable où effectivement à un moment donné il quitte l'URSS pour aller aux États-Unis, et avec Maria's Lover, enfin des films comme ça où il part sur autre chose. Et voilà, donc il y a sans arrêt cette question sur le temps et sur effectivement cette histoire-là. Et on voit aussi sur Zviagintsev, notamment dans Léviathan par exemple, hein, dans ces trois derniers films finalement, où il s'interroge vraiment sur la Russie. Autant ces deux premiers ne concernent pas directement cette histoire, autant les derniers films, c'est vraiment cette histoire-là qui l'interroge, et avec un discours effectivement aussi très, très tranchant, hein, très, très radical, comme on disait tout à l'heure. Eh bien, il nous tarde d'avoir d'autres images, d'autres échos de cette Russie qui demeure encore une terre fertile pour l'art, pour la création, pour les images. Mais en tout cas, nous serons heureux de voir le Pré de Bégine, et donc d'avoir comme ça une trace du dernier fantôme de Sergei Eisenstein. Merci beaucoup, Franck Loiret, pour cet entretien, et donc à très vite à la Cinémathèque. Merci.